7h48 et 13h, l'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi. Et aujourd'hui, à 7h48 et à 13h, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Jusserand, professeur au conservatoire Marcel Landowski de Troyes. Yves, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc enseignant au conservatoire Marcel Landowski de Troyes. Vous y enseignez le solfège ? Oui. Quelque chose quand même qui est très difficile, non ? Oui, tout dépend comment c'est amené, en fait. Ouais. Même des choses très, même quand on enseigne des choses très, on va dire traditionnelles, la manière de les amener, j'allais dire sur le tapis, fait que ça peut être quelque chose de plaisant et de ludique. Et puis les enfants viennent au conservatoire pour apprendre un instrument de musique. Et le solfège, c'est un outil au service. Passage obligé ? Oui, passage obligé. Oui, Hein ? oui, c'est un vieux débat, ça. Passage obligé par le solfège, avant, après, de faire autre chose. Voilà, Et exactement. Donner libre cours un petit peu à ses plaisirs. L'idée, c'est de donner l'autonomie, voilà, d'être autonome. Alors, vous êtes fan de musique électronique. Oui. Depuis votre plus jeune âge ? Depuis mon adolescence, j'ai découvert la musique électronique en écoutant les premiers disques de Jean-Michel Jarre. Ouais. Mais très vite, je me suis intéressé à d'autres compositeurs, notamment des compositeurs de la Berlinschule, l'école de Berlin. Alors pourquoi l'école de Berlin ? Parce que en fait, dans les années 70-80, ces compositeurs-là, en fait, officiaient, créaient dans une école désaffectée de Berlin. Et donc j'ai pu effectivement faire la connaissance de gens comme Klaus Schulze, donc qui est un excellent compositeur de musique électronique allemande, mais aussi des groupes comme Kraftwerk ou Tangerine Dream. Alors dans la musique électronique, il y a donc comme ça des écoles, des sonorités, des rythmes. Qu'est-ce qui différencie les différentes écoles, les différents courants ? Est-ce qu'il y a des courants en musique électronique ? Oui, on pourrait parler, quand on parle de Klaus Schulze, par exemple, Klaus Schulze, lui, est considéré comme un compositeur de musique dite planante, c'est-à-dire qu'en fait, il réalise des musiques sur des séquences, c'est-à-dire des rythmes, des mélodies en boucle. C'est un peu ça aussi, c'est de la musique planante, non ? Alors, Vangelis, c'est un peu ça, mais Vangelis, en fait, on connaît certaines choses de Vangelis et on ne connaît pas le plus gros de son travail. Il faut savoir que Vangelis n'a jamais appris la musique et que, en fait, Vangelis compose en même temps qu'il joue et en même temps qu'il enregistre. Et le tout, évidemment, et il le dit lui-même, il le revendique sans ordinateur, puisque pour lui, l'ordinateur, il faut faire les choses les unes après les autres. Hein. Ouais. Vangelis, il y a de la musique planante, mais il y a des musiques beaucoup plus rock. Hein. Je pense entre autres à sa collaboration avec John Anderson dans les années 80, où là, on avait effectivement des sonorités beaucoup plus rythmées, beaucoup plus rock. Alors, vous écoutiez cette musique électronique et c'est là que vous est venue aussi l'idée d'en faire ? Oui. Alors, tout d'abord, je me suis documenté. J'ai acheté, je me rappelle, en 1984 ou 5, quand j'étais jeune, j'ai acheté un des tout premiers livres qui existait à cette époque, qui était édité en France, qui s'appelle « Les synthétiseurs, une nouvelle lutherie », d'un monsieur qui s'appelle Claude Gendre, et qui habite pas très loin d'ici. Oui, absolument, j'allais vous dire. D'ailleurs. C'est celui qu'on connaît, qui est au bois. Voilà, exactement. Et alors, j'ai été subjugué d'abord par la simplicité des termes, parce qu'il faut savoir que les instruments électroniques, les synthétiseurs, il y a une partie artistique, bien sûr, on fait de la musique, mais il y a également une partie scientifique, à savoir que un synthétiseur, c'est un instrument de musique électronique où on peut créer des sonorités qui n'existent pas en agissant sur certains paramètres du son. Je vais pas faire un cours de synthèse sonore aujourd'hui, c'est pas le but, mais voilà, il y a une partie effectivement scientifique et une partie artistique. Et Claude Gendre, ça veut dire que l'artiste qui veut faire de la musique électronique doit être aussi un bon technicien, doit maîtriser toute la partie technique. Alors la partie technique, pour moi, fait partie intégrante de l'artistique, puisque en créant des sonorités, on crée les couleurs
que l'on va utiliser pour peindre son tableau musical. Un peu comme un peintre, effectivement, avec sa palette, il va créer des couleurs en mélangeant les couleurs pour pouvoir réaliser son tableau. Là, avec un synthétiseur, c'est la même chose. Donc, un synthétiseur n'a pas de son, on va dire, ou de sonorité définie. Ouais. Et en tout cas, il n'est pas fait et n'a jamais été conçu pour imiter le son des instruments dits traditionnels. Un synthétiseur, c'est moins cher qu'un instrument plus conventionnel, comme un saxo, comme un piano. Pas toujours. Non, pas toujours. C'est plus accessible pour un jeune, peut-être, non? Oh, si on va au fond des choses, si on fait de la synthèse sonore, si on apprend à programmer les sonorités, ça demande un certain apprentissage. Ouais. Hein, alors sur le plan musical, il faut savoir que sur le plan de la technique musicale, les premiers synthétiseurs, eux, n'étaient pas sensibles à la vélocité. La vélocité, c'est quand on appuie plus ou moins fort sur la touche d'un clavier, on va avoir un son plus fort ou moins fort. Donc les premiers synthétiseurs n'avaient pas ça. Aujourd'hui, ils l'ont, bien sûr. Donc il y a quand même une certaine technique musicale à acquérir, mais surtout derrière une technique en matière de programmation de son. Hein. Et ça nécessite un apprentissage. D'ailleurs, le livre de Claude Gendre, moi j'ai dû le lire au moins 4 ou 5 fois avant de comprendre. Hein. Donc c'était pour mon âge en tout cas, hein, j'avais 15 ans à l'époque, c'était pas très accessible tout de suite. Alors vous êtes devenu compositeur. Oui. Vous avez créé, c'est-à-dire vos propres pièces, vos propres morceaux? Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que quand on met le doigt dans l'engrenage et qu'on se passionne, on écoute. Puis après, on se dit, oh là là, j'aimerais bien avoir un synthé. Et j'ai acheté mon premier synthé vers la fin de mon adolescence, hein, un synthé vintage, comme on dit aujourd'hui, que j'utilise toujours d'ailleurs. Alors, évidemment, la manière de jouer de cet instrument vintage est différente de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas à l'époque où cet instrument a été créé, il n'y avait pas de mémoire informatique. Donc, on enfonçait, en fait, des patchs, qu'on appelle des patchs, donc des cordons dans des prises jack pour relier les modules électroniques entre eux et pour créer des sons. Que deviennent ces morceaux que vous composez? Vous les mémorisez, vous les enregistrez, vous les conservez, vous les éditez, vous les produisez en public? Alors, j'ai produit, mon premier concert a été réalisé en 2007 en région parisienne, dans une petite commune qui s'appelle Nozay, à côté de Montlhéry. On avait là un gymnase. J'ai fait la connaissance sur Internet d'un ami qui est ingénieur du son à France 3 Normandie, et qui lui était aussi et toujours passionné, Fabrice Huguen, passionné de synthétiseur. On s'est dit, tiens, on va se mettre ensemble, on va se débrouiller pour obtenir le budget, et puis on va organiser un concert type son et lumière événementiel, où là on avait des lasers volumétriques. Donc des lasers volumétriques, ce sont des effets qu'on projette directement sur le public, et puis déclenchement d'images et de séquences vidéo, puisqu'à partir d'un clavier de synthétiseur, on peut projeter des images, on peut piloter toutes sortes de choses, hein, à partir du moment où on a les interfaces pour. C'est important ce lien musique électronique, images, vidéo, oui. Spectacle laser éventuellement. Oui, parce que pour moi ça l'est, parce que le public dans ce cas ne fait plus attention à l'artiste. Le public devient partie intégrante et l'artiste ne devient pas, en quelque sorte, la superstar du soir. On ne se focalise pas sur la manière dont ce que la personne va faire sur scène, de ce que la personne va réaliser. Ouais. On se focalise sur tout un ensemble, et puis c'est bien aussi de mettre en valeur un lieu qu'on ne remarque plus parce qu'on y passe tous les jours, tout simplement. Et puis on redécouvre un lieu, ça peut être une place, ça peut être, je sais pas, une cathédrale, une mairie, un bâtiment, une fontaine, qu'on ne remarquait plus, et puis que tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est là, et puis je le redécouvre de manière différente au cours d'un concert. Votre rêve secret, c'est de monter sur les planches, de refaire d'autres spectacles? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Quand on a encore une fois mis le doigt dans l'engrenage de la scène, alors là, oui, vraiment, oui. Et puis c'est une aventure humaine,
puisque en amont de tout ça, on va pas parler des répétitions, on va pas parler du côté technique, mais il y a aussi la connaissance des gens, de leur univers, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas, de ce qu'ils savent faire. Et puis on se file des tuyaux aussi entre musiciens. On est un petit peu comme une tribu pendant quelques temps, et puis on garde le contact, bien évidemment, après. Alors, est-ce qu'il y a des projets de spectacle de prévus? Alors, pour l'instant, là, je suis en train de terminer des compositions pour harpe laser. J'espère, oui, effectivement, qu'après, ça va se décanter et qu'on va trouver les gens et les budgets nécessaires pour pouvoir réaliser quelque chose de sympathique, bien sûr. Oui. Vous envisagez, parce que vous êtes déjà venu ici à la radio avec un CD, vous envisagez aussi également d'éditer des CD, même si sur un CD, on ne peut pas revivre un spectacle laser. Oui, c'est toute la différence, effectivement. Ouais. Quand on va à un spectacle, il se passe quelque chose qu'on n'a pas sur un CD. Comme l'a dit un jour Vangelis, d'ailleurs, quand on enregistre un CD, on fait la promotion du passé, quelque part, puisqu'on met quelque chose en mémoire. Hein. Mais bien sûr, oui, ça c'est. J'ai actuellement 2 contacts avec 2 sociétés de production. Bon, il y en a une à Marseille, une autre sur Lyon. Pour l'instant, donc on va voir, affaire à suivre, je n'en dis pas plus. Yves Jusserand, merci. On va se quitter avec un extrait. Oui. Vous nous présentez ce morceau, le CD que vous nous avez amené, et puis le morceau qu'on va écouter. Alors le CD que j'ai amené est un CD de compilation où il y a 2 grands titres. Il y a 5 milliards d'années-lumière, et l'extrait donc c'est Energia. Donc ça, ce sont des titres qui ont été écrits en hommage, pour rendre hommage aux premiers astronautes donc qui ont réalisé la conquête spatiale. Vous avez un site internet où on peut retrouver tout ça? Tout à fait, absolument, y compris des vidéos d'ailleurs et des photos. Donc mon site internet c'est www.harp-laser.net et je me ferai un plaisir de répondre à tous les messages. Alors www.harp-laser.net. Puisque évidemment je joue également de cet instrument. On vous écoute tout de suite. Merci à vous.